de la 55e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 22 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 55e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'exécution des travaux d'urgence sur la ville de Kinshasa après les inondations du 4 et 5 avril 2025 dernier. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionné un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Conscient de la gravité de ces événements et de la vulnérabilité croissante de nos populations face au changement climatique, le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. Il lui a été rapporté que conformément aux instructions données, le Trésor public a mobilisé les ressources financières nécessaires en vue de leur mise à la disposition à l'Office de voirie et drainage. Cependant, la complexité des procédures administratives, notamment l'obtention des avis de non-objection de la DGCMP, les contrôles obligatoires de l'IGF et autres formalités n'a pas permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décassements que très récemment. En conséquence, plusieurs opérations stratégiques n'ont pas encore été engagées ou accusent un retard préjudiciable. Il a cité pour exemple l'acquisition de dragues multifonctions indispensables à la RVF pour le dragage du fleuve et de ses affluents, ou encore l'implantation des stations limnimétriques en amont de principales rivières, outil essentiel pour améliorer notre capacité d'anticipation et d'alerte précoce en cas de montée de eau. Dans les mêmes ordres d'idées, à la suite de ces pluies, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'aéroport international de Ndjili à hauteur du quartier des Bonhommes, ou encore sur la route nationale numéro 1 au niveau de Kassangoulou. Des graves perturbations de la circulation ont été enregistrées. À moins d'un mois de retour annoncé de pluie, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le gouvernement, à travers le ministère des Finances, de procéder avec encadrement et sans délai à la libération du sol des fonds non encore débloqués, condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens. À défaut, a-t-il précisé, nous courons le risque de revivre les catastrophes pourtant évitables, ce qui exposerait nos concitoyens à des nouvelles pertes en vies humaines et matérielles et mettrait en cause la crédibilité de notre action. Enfin, le président de la République a informé le Conseil qui convoquera dans les prochains jours une réunion d'évaluation sur ces dossiers qui réunira les membres du gouvernement, mais aussi tous les autres services techniques concernés. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les exonérations fiscales en faveur du Fonds social de la République démocratique du Congo en vue de la matérialisation du projet de cantine populaire. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du deuxième engagement de son quinquennat consacré à la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes,
le président de la République tient au lancement du projet Cantine communautaire, une initiative personnelle placée sous la coordination du Fonds social de la République. Ces projets incarnent une réponse concrète et immédiate aux attentes légitimes de notre peuple face à la flambée des prix de produits de première nécessité. Ils visent à garantir aux populations à faible revenu l'accès régulier et à un prix social aux denrées de base telles que le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment et les sucres roux. L'expérience pilote conduite à Kinshasa a produit des résultats probants confirmant la pertinence et l'efficacité du mécanisme mis en place. Fort de ces succès, le président de la République encourage l'extension de ces projets sur l'ensemble des 26 provinces avec une intégration progressive dans les universités, écoles, camps militaires, police, hôpitaux et autres centres communautaires. Cette extension constitue une étape majeure pour réduire sensiblement l'insécurité alimentaire, améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables ou encore accroître les revenus de petits commerçants impliqués dans la chaîne de distribution. La réussite de ce projet exige le soutien sans faille de l'ensemble du gouvernement et des services publics concernés. Le président de la République a rappelé à cet égard que conformément au texte pertinent régissant le Fonds social, ces projets devront bénéficier de facilités portuaires et logistiques nécessaires, notamment pour les enlèvements d'urgence, des exonérations fiscales et parafiscales appropriées afin de garantir la stabilité et la viabilité de l'approvisionnement. Il a instruit de ces faits le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui des Transports et voies de communication, les ministres d'État, ministres du Plan, celui des Finances et du Commerce extérieur à travers les services spécialisés, sous la supervision directe de la Première ministre, sans délai, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la mise en œuvre intégrale de ces projets novateurs et salutaires. Le président de la République a souligné qu'il attache une importance capitale à la réussite de cette initiative car elle traduit la volonté ferme de son mandat, celle de mettre l'action publique au service du bien-être quotidien de chaque Congolais. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'évaluer les engagements du gouvernement à l'égard de partenaires sociaux. Le président de la République tient à la stabilité sociale qui constitue l'un des piliers essentiels de la paix et du développement durable de notre nation. Sans elle, aucun progrès économique, aucune réforme institutionnelle, aucune ambition collective ne peut s'ancrer dans la durée. C'est pourquoi il estime qu'il incombe au gouvernement de maintenir un climat de confiance permanent avec nos partenaires sociaux et d'apporter des réponses concrètes, crédibles et durables aux préoccupations exprimées par les différentes couches de la population active. Soucieux des privilégiés, la voie du dialogue et de la concertation, le président de la République a rappelé que le gouvernement avait engagé dans un passé récent des échanges francs et responsables avec les représentants syndicaux des enseignants, des médecins et d'autres catégories socio-professionnelles. Ces assises avaient permis de dégager un consensus et de sceller des engagements auxquelles l'exécutif national avait souscrit. Elles avaient ouvert à la voie à une accalmie sociale favorisant une compréhension mutuelle et la poursuite sereine de l'action de l'État. De ces faits, il est impérieux non seulement de préserver ces acquis, mais aussi de les consolider par des actes concrets qui témoignent de la fidélité du gouvernement à sa parole et de son attachement à la justice sociale. C'est à ces prix qu'il sert à renforcer le contrat de confiance entre l'État et ses partenaires sociaux, gage d'une stabilité accrue et d'un avenir plus prospère pour notre nation. Le président de la République en appelle dès lors à l'engagement et au sens du devoir républicain de chacun des membres du gouvernement afin d'assumer ensemble cette responsabilité historique. La nation nous observe et attend de nous des solutions claires, tangibles et rapides, a-t-il précisé. À cet fait, la Première ministre a été chargée de réunir sans délai l'ensemble des membres du gouvernement directement concernés afin d'évaluer rigoureusement les niveaux de mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire imminente, d'élaborer
Une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégrale de ces engagements dans un esprit de responsabilité gouvernementale et de loyauté envers la nation. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'intérêt de l'opinion nationale sur la visite de la première ministre chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation au Japon dans le cadre de la TICAD 9, la reprise de pourparlers à Doha, la désapprobation de l'opinion nationale quant à la désignation d'un consul à Goma par le Kenya alors que la ville est sous occupation, ainsi que les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. Au plan politique, il a fait savoir que consécutivement à l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington, la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet, ainsi que la tripartite RDC-HR-Rwanda, son ministère envisage d'organiser en son sein un atelier des réflexions devant élaborer une feuille de route relative à la restauration de l'autorité de l'État, la protection de populations civiles et les retours de réfugiés et des déplacés dans les territoires occupés. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre a fait le point de la réunion du comité provincial de sécurité de Kinshasa, élargi aux comités locaux de sécurité des 24 communes, qu'il a tenu le 16 août dernier, dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire dans la capitale, de définir des actions à court, moyen et long terme et à mener, ainsi que d'identifier les zones prioritaires d'intervention et les acteurs chargés de leur mise en œuvre. Au chapitre des sinistres et catastrophes, il a indiqué que la journée du jeudi 21 août 2025 a marqué la clôture complète du processus de désactivation de 3 sites d'hébergement des sinistrés des inondations consécutives aux pluies diluviennes d'avril dernier à Kinshasa. Au total, 4 219 ménages étaient initialement prévus dans le plan d'indemnisation, mais dans la pratique, ce sont 5 300 ménages qui ont effectivement bénéficié de l'appui et ont pu quitter les différents sites. Le plan de sortie de crise et la feuille de route mise en place ont connu une mise en œuvre globalement satisfaisante. Sur d'autres points, le vice-premier ministre a fait état de quelques cas enregistrés dernièrement dans des catastrophes enregistrées dernièrement, notamment ce crash à Kisangani d'un Antonov immatriculé 95 GZP qui a connu un bilan de 6 morts et parallèlement à cela, une pluie diluvienne qui a entraîné la mort de 11 personnes et de plusieurs maisons emportées dans les territoires de Calais au sud Kivu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui est revenu sur la situation opérationnelle dans les parties sous occupation, où il a souligné la poursuite des violations flagrantes par les agresseurs RDF à M23, des accords de Washington et de Doha, ainsi que des dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent d'exercer la pression sur des éléments infiltrés de la Convention pour la révolution populaire dans les territoires des Djougou. Ces actions musclées ont poussé quelques éléments du groupe armé Zaïre, considérés comme leur supplétif, à se rendre dans nos forces armées. En outre, les forces coalisées FARDC-UPDF poursuivent la traque des terroristes ADF-MTM après leur massacre dans les territoires de Irumu et de Mambasa. Dans les autres provinces, une accalmie notable est observée ces derniers jours dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu. Et dans les Maniema, la situation est revenue sous contrôle après les incidents ayant émaillé la ville de Kindu la semaine dernière. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services, invité à prendre la parole pour la première fois depuis sa nomination, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté une note portant notamment sur la nécessité de favoriser la préférence du franc congolais dans les transactions financières au sein de l'économie nationale en créant un marché de capitaux en franc congolais grâce à la mise en place généralisée d'un système de fonds de pension complémentaires par capitalisation.
continuer avec la maîtrise de l'inflation de manière à donner de crédit en francs congolais, notamment dans les secteurs du logement. Favoriser l'épargne en francs congolais en faisant participer indirectement des clients des banques aux bons BCC ainsi qu'aux bons du Trésor. Demander aux banques de pouvoir respecter les coefficients des réserves obligatoires en actualisant les réserves cristallisées en francs congolais depuis 2021. Et il a fini en donnant le cours de change à la clôture, c'est vendredi 22 août, où à l'indicatif, le taux était évalué à 2858,7160 francs congolais. Au sujet de la situation épidémiologique, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, représentant le ministre de la Santé en mission, a présenté la situation sanitaire dans les pays, principalement la situation épidémiologique relative au choléra et au Mpox. En effet, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 32e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas, passant de 2012 à 1887, dont 84 décès pour le choléra. Cette tendance à la baisse est observée depuis 2 semaines dans l'ensemble du pays aussi. La diminution du nombre de cas est de plus de 7% à la semaine 32 par rapport à la semaine 31. Dans la ville de Kinshasa, au cours de la 32e semaine, il a été notifié 144 nouveaux cas suspects dont 2 décès, soit 1,4% de létalité contre 4% à la 31e semaine. Quant au Mpox, au cours de la 32e semaine épidémiologique, 628 cas suspects ont été enregistrés et aucun décès n'a été notifié. La tendance globale au pays est aussi à la baisse. Note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Les ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a informé le membre du Conseil des activités envisagées en marge de la campagne agricole 2025-2026 et de la relance des filières agricoles. Il a indiqué que dans le cadre de l'amélioration de la production agricole nationale, son ministère a adopté trois approches stratégiques. Primo, l'organisation de la campagne agricole 2025-2026 dans les 26 provinces, laquelle consistera en acquisition par les gouvernements des semences des spéculations vivrières, maraîchères et pérennes en vue de leur distribution aux bénéficiaires ciblés pour la production des produits de masse. Ces bénéficiaires comprennent essentiellement les coopératives agricoles implantées à travers les provinces, les agrégateurs bien identifiés et réellement établis sur le terrain et les associations paysannes encadrées par le ministère de l'Agriculture et œuvrant longtemps dans les secteurs agricoles. Pour ce faire, le lancement de la campagne est envisagé pour le 26 août 2025. Secundo, la relance de la production sémencière avec un accent particulier sur les cultures essentielles intervenant dans l'alimentation. Les buts visés est d'améliorer la productivité des exploitations sémencières de manière à disposer des semences en quantité, de bonne qualité et à moindre coût à mettre à la disposition des agriculteurs pour la production des produits de masse. Cette relance est prévue pour se dérouler dans les 8 fermes sémencières primaires localisées à travers les différentes zones agroécologiques du pays. Tertio, l'organisation d'une vaste campagne de promotion des produits agricoles d'exportation par l'installation des pépinières communautaires dans les différents bassins de production à travers le pays pour les 3 cultures pérennes prioritaires dont les cacaoyers, le caféier et le palmier à huile. Cette relance de la production des cultures pérennes pourra soutenir l'économie locale, améliorer les moyens d'existence des paysans et ainsi créer les développements en milieu rural d'une part et d'autre part soutenir l'économie nationale pour le rapatriement des devises. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a présenté au Conseil la note relative à l'urgence d'inhumer des corps sans vie enregistrés lors des inondations de 4 et 5 avril 2025 et de 14 juin 2025 et ceux des indigents se trouvant dans les morgues de Kinshasa. À ces propos, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a été promptement saisi pour permettre, aux côtés du ministère de l'Intérieur, qui s'occupait notamment de la désactivation du site de sinistrés et de la gestion des conséquences de cette catastrophe, à s'approcher de la ministre des Affaires sociales pour permettre
l'enterrement dans de bonnes conditions de ses compatriotes. Note d'information relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a présenté la note sur le lancement par la République démocratique du Congo d'une première émission d'eurobonds sur le marché international, avec une situation macroéconomique caractérisée par une stabilité des prix intérieurs et du taux de change, une résilience de l'activité économique ainsi qu'une notation souveraine favorable à l'attraction de potentiels investisseurs financiers avec de perspectives stables respectivement pour les agences de notation Standard & Poor's et Moody's. Notre pays possède donc des leviers nécessaires pour emprunter cette voie en vue de financer ses projets de développement. Le ministre des Finances a indiqué que cette démarche est soutenable pour notre économie au regard de son paysage financier qui affiche des marges d'endettement importantes dont l'exploitation pourrait permettre de prendre en charge les grandes priorités en matière de développement. Car ici est de relever qu'à ce jour, notre pays possède encore un ratio dette publique sur les PIB loin de la norme de convergence de la sous-région SADC établie à 60% du PIB, soit environ 20%. C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, entend lancer pour la première fois de notre histoire une émission d'eurobonds d'obligations d'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars américains sur le marché international. Il s'agit des titres des dettes émis en devises étrangères sur les marchés financiers internationaux en dehors du pays d'origine d'émission. Ces titres de financement offrent plusieurs avantages pour le pays, à savoir l'accès à des ressources plus importantes offertes par les marchés internationaux, la diversification de sources de financement permettant de réduire la dépendance à l'endroit des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, l'allongement de la maturité de la dette, les euro-obligations étant souvent émises avec de maturité longue, l'amélioration de l'image du crédit du pays, dans la mesure où une émission réussie pourrait renforcer la crédibilité du pays auprès des agences de notation et des investisseurs. Pour cette opération d'émission d'euros et obligations qui pourrait se dérouler dans 6 mois, le ministère des Finances entrevoit de recruter des institutions bancaires, l'une internationale et l'autre locale, un cabinet international comme conseiller juridique. Une feuille de route contenant les actions prioritaires a aussi été présentée et approuvée par le Conseil, qui a pris donc acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a présenté une note à 2 volets, à savoir 1. La participation de la République démocratique du Congo à la 2e semaine africaine du climat à Addis Abeba du 5 au 10 septembre prochain. À ce sujet, elle a rappelé que la semaine africaine du climat est un événement continental majeur sous l'égide de l'Union africaine qui réunit chefs d'État, ministres, experts et acteurs non étatiques autour des priorités de l'Afrique face au changement climatique. En amont du 10 mai, une session spéciale de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement réunira du 5 au 7 septembre les ministres africains d'environnement pour forger une position commune africaine sur les grands enjeux climatiques. Ensuite, elle est revenue sur les préparatifs de la COP 30. Dans ce deuxième volet, elle a informé le Conseil de la tenue de la COP 30 à Belém du 10 au 21 novembre prochain au Brésil. Pour ce faire, elle se propose la mise en place immédiate d'une commission interministérielle préparatoire élargie à la société civile et au secteur privé. Cette commission aura pour objectif notamment d'élaborer la feuille de route nationale pour la COP 30, d'identifier les enjeux spécifiques pour notre pays, de préparer nos positions des négociations sur les divers items à l'agenda et de planifier les événements ou annonces que la RDC pourrait porter durant la conférence. Par ailleurs, il est aussi important pour notre pays de réserver et d'apprêter un pavillon national au sein de l'espace d'exposition de la conférence pour assurer la vitrine du pays. Solution. Note d'information relevant du secteur de la pêche. Le ministre de la Pêche et Élevage a pour sa part présenté au Conseil le rapport relatif à l'exploitation illicite de l'or
dans les sites d'Ntoya, dans le ranch d'élevage de Mouila en province du Tanganyika, ainsi que de la tentative de spoliation de la concession de la direction provinciale du Service national du développement de l'élevage à Lubumbashi. Il a rappelé les missions dévolues au Service national du développement, entre autres, celle de promouvoir les développements de l'élevage en RDC par la gestion des grandes unités de production animale que sont principalement les ranchs Mouila dans les Tanganyika, le ranch de Mitwaba dans le Haut-Katanga, le ranch de Kaembe Mukulu dans le Lualaba ainsi que le ranch de Katenga dans l'Ekwilu. Malheureusement, il se trouve qu'un groupe minier non autrement identifié s'active depuis quelques mois déjà dans l'exploration et l'exploitation illicite de l'or dans la section de l'élevage de Toa Dibingwa, lesquels est situé au cœur du ranch de Mouila dans les territoires de Moba. Avec ces activités illicites, des impacts environnementaux négatifs sur la relance de l'exploitation agropastorale projetée dans un proche avenir sont réellement à craindre au regard des dégâts énormes qui peuvent s'en suivre au terme des dégradations de pâturages naturels et des pollutions de cours d'eau. Dans les mêmes registres, il a informé le Conseil que la concession de la Direction provinciale du Service national de l'élevage, située au 1091 avenue Ngouze à Carlibonde, dans la ville de Lubumbashi, fait l'objet des menaces de spoliation par un tiers avec le concours des complices du tribunal de commerce de Lubumbashi. Il a fait des propositions idoines à propos et le président de la République l'a instruit pour que dans les 15 jours qui suivent la présentation d'une note, un rapport circonstanciel puisse être fait avec la contribution du ministre d'État, ministre de la Justice. Note d'information relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a présenté une note d'information à 2 points, à savoir le premier point portant sur l'organisation du Forum africain sur la justice transitionnelle 2025. À ces propos, il a indiqué que depuis 2017, la Commission de l'Union africaine organise annuellement le Forum africain de la justice transitionnelle, plateforme continentale réunissant des diplomates, des experts gouvernementaux, des acteurs non étatiques, des praticiens du droit, des scientifiques, des défenseurs de droits humains et des associations des victimes. Pour l'édition 2025, la République démocratique du Congo a été présélectionnée par la Commission de l'Union africaine pour le compte de pays de l'Afrique centrale. Ces choix, parmi plusieurs candidats, témoignent de la reconnaissance internationale de l'expérience significative de notre pays en matière de justice transitionnelle et de la confiance accordée par l'Union africaine à la République démocratique du Congo pour organiser cet événement continental d'envergure du 30 septembre au 2 octobre 2025 sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations ». Le deuxième point à porter sur le lancement de la promotion des droits de l'homme et l'adoption d'une résolution de reconnaissance du Génocos par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le ministre des Droits humains a évoqué préalablement à ses propos les devoirs de réaliser les activités de renforcement de capacité des divers services étatiques, privés et de la société civile sur des axes prioritaires, entre autres les droits des personnes arrêtées, l'éducation aux droits humains, droits de l'homme et de l'administration publique, respect des engagements internationaux et régionaux, etc. Pour ce qui est de la résolution de la reconnaissance du Génocos que les parlements doivent adopter, faisant suite aux instructions du président de la République, les ministres des droits humains ont avancé quelques propositions afin que la résolution attendue par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'efface à bonne date. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 54e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 15 août 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a soumis pour examen et adoption le projet d'ordonnance loi portant autorisation de la ratification de la Charte africaine de la statistique. Il a rappelé que depuis des décennies, le système statistique national de la République démocratique du Congo a fonctionné avec un cadre normatif obsolète porté par un acte réglementaire et en inadéquation avec les exigences de la normalisation internationale.
En dépit de l'adhésion de notre pays aux principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies adoptée en 1994, les défauts de la ratification de la Charte africaine de la statistique qui recommande à chaque État membre de disposer d'une loi statistique et dont nous sommes pourtant signataires depuis le 2 février 2010, a eu pour effet d'affecter la capacité des réglementations et de coordination efficace de l'activité statistique dans notre pays. La ratification de cet instrument entraîne de contraintes en termes d'engagement de la République démocratique du Congo et offre des avantages pour l'État congolais et les autorités statistiques nationales. Il s'agit, entre autres, de la contribution à l'amélioration de la qualité et à la comparabilité des données statistiques pour l'élaboration et le suivi de politiques de programmes nationaux, la promotion d'une culture de la prise des décisions sur base des faits, la contribution au renforcement de la coordination des activités statistiques au niveau national, régional et continental, la mise à disposition d'un outil des plaidoyers pour l'obtention des ressources dont les autorités statistiques ont besoin, la mutualisation de ressources rares pour élaborer dans le cadre du système statistique africain des méthodologies communes pour la collecte et la production et la diffusion des statistiques africaines, la mise à disposition d'un cadre de change de bonnes pratiques mutuellement avantageux. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé ce projet d'ordonnance-loi. Commencé à 14h40, la réunion du Conseil a pris fin à 18h33. Je vous remercie.